La Coupe d'Afrique des Nations débute dans quelques semaines et c'est justement l'occasion pour moi de faire une revue d'effectifs des nations les plus importantes de la compétition. Pour commencer, j'ai fait simple, j'ai décidé de prendre le pays hôte de la compétition, mais qui est aussi un des grands favoris. Je parle bien évidemment des Lions de l'Atlas du Maroc. Allez, on y va. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire et de lâcher le petit pouce bleu. Et si vous êtes sur mobile, YouTube a mis en place un système de boost. C'est totalement gratuit, ça vous prend 2 secondes et ça aide énormément pour le référencement. Merci beaucoup à ceux qui y penseront. On va commencer avec un petit focus sur les derniers résultats internationaux du Maroc. Alors bien évidemment, il y a cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, dont tout le monde se souvient, je pense, avec le très beau parcours du Maroc jusqu'en demi-finale. Mais si on focus un peu plus sur la CAN, en 2023, on a une défaite en huitième de finale, en 2021, un quart de finale, en 2019, un huitième de finale, en 2017, un quart de finale. Donc on voit que historiquement et très récemment, la CAN, c'est pas une compétition qui réussit énormément au Maroc. Là où on pourrait croire que de par son effectif, le Maroc est une équipe qui va très très bien performer dans cette compétition. Non, la CAN, c'est une compétition qui est compliquée pour le Maroc. Donc à voir comment cela influe sur la compétition de cette année, parce que c'est clair que le Maroc est le grand favori de cette compétition. Donc est-ce qu'ils vont être capables de faire mieux que les dernières années et d'aller au moins jusqu'en finale? C'est une bonne question. Et la personne qui sera en charge d'amener cette équipe le plus loin possible, c'est bien évidemment le sélectionneur Walid Regragui qui est en poste depuis le 31 août 2022, donc ça va faire un peu plus de 3 ans. Et je suis curieux d'avoir vos retours, amis marocains, parce que je ne suis pas un suiveur assidu du Maroc, parce que j'ai l'impression que c'est un entraîneur qui a quand même essuyé quelques critiques au Maroc, alors que si on regarde son bilan, il est bien évidemment très positif. Alors le Maroc, c'est une équipe forcément dans tout ce qui est éliminatoire, qui remporte énormément de matchs, mais il a quand même 31 victoires pour 7 nuls et seulement 4 défaites. Et si on prend l'historique des derniers sélectionneurs du Maroc, c'est quand même celui qui rapporte le plus de points par match assez largement, avec 2,38 points remportés par match. Quand on compare à l'historique, on voit qu'il y a quand même une sacrée différence, même si avec Ali Lodzik c'est assez proche, mais voilà, par rapport aux autres, il y a quand même une vraie différence, donc il a amené quelque chose. Donc je suis très curieux d'avoir vos retours, amis marocains, sur Walid Regragui. Est-ce que c'est un peu la compétition de la dernière chance pour lui? Est-ce que si le Maroc ne parvient pas à son objectif, est-ce que c'est un sélectionneur qui peut être limogé et remplacé dans la foulée? Je veux bien votre avis là-dessus. Je parlais justement de matchs éliminatoires assez faciles pour le Maroc. On peut faire un petit focus sur les éliminatoires qui ont amené à cette CAN. Et vous voyez que dans un groupe avec le Gabon, le Lesotho et le Centrafrique, le Maroc s'est bien évidemment très largement baladé avec 6 matchs gagnés, 0 nuls et 0 match perdu. Et surtout 26 buts inscrits et seulement 2 encaissés, donc une différence de but de plus 24. Et on a quand même 2 victoires assez majeures contre le Gabon, qui est quand même une bonne nation africaine. La première 4-1 à la maison et la deuxième 5-1 à l'extérieur, donc 9-2 cumulés sur les 2 matchs. Donc voilà, c'est un groupe que le Maroc a très largement écrasé et qui arrive quand même avec des certitudes à cette CAN. Pour la revue d'effectifs, je vous propose de commencer avec celui que j'ai surnommé le boss, bien évidemment Achraf Hakimi. Alors avec les incertitudes qui tournent autour de sa sélection, alors il sera très certainement dans le groupe, mais voilà, c'est compliqué d'avoir des infos fiables sur à partir de quand dans la compétition il sera capable de jouer à 100%. Je pense que ce qui serait le mieux pour le Maroc, c'est que les matchs de poule, il arrive à avoir quelques minutes de jeu pour être disponible pour surtout la phase finale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura bien évidemment un Achraf Hakimi avec le Maroc, un Maroc pardon avec Achraf Hakimi et un Maroc sans Achraf Hakimi, parce qu'on parle quand même du Ballon d'Or africain et surtout du meilleur latéral droit du monde actuellement. Et je pense qu'il n'y a pas de contestation possible. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter le profil d'Achraf Hakimi, parce que je pense que tout le monde le connaît. Je vous mets ses datas techniques et physiques de la saison avec le PSG. Comme ça, vous pouvez les regarder si vous voulez. Mais non, si on peut aborder un point avec Achraf Hakimi, et d'ailleurs c'est un point qui est un peu commun à tous les joueurs du PSG, à l'écran je vous mets un graphique de ses statistiques cette saison en championnat avec le PSG en rouge et la saison dernière en bleu, et vous voyez que Achraf Hakimi cette saison est quand même bien moins proactif statistiquement que la saison dernière, et c'est le cas de quasiment tous les joueurs du PSG. La raison principale, elle s'explique clairement par le fait que les joueurs du PSG soient éreintés par leur grosse saison dernière, mais aussi par le fait que, naturellement, je pense que c'est des joueurs qui lèvent un peu le pied en Ligue 1, et on le voit quand on regarde le PSG jouer, pour tout focus sur la Ligue des Champions. Donc vous voyez que le profil d'un Achraf Hakimi, cette saison en championnat, c'est un peu moins proactif que la saison dernière, mais bien évidemment, s'il est disponible avec le Maroc, il jouera à 100%, j'ai absolument aucun doute là-dessus, mais ça me permettait de parler un peu de ce biais sur le Paris Saint-Germain cette saison. Petite interlude pour vous annoncer que si vous appréciez la data, nous avons sorti notre propre plateforme de visualisation disponible à cette adresse. Vous avez accès gratuitement à absolument tout sur la Ligue 1 et quelques fonctionnalités sur les 5 grands championnats. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez différentes formules d'abonnement. C'est un gros projet pour nous, donc merci beaucoup à ceux qui donneront de la force. Pour le deuxième joueur,
celui que j'ai surnommé le bouclier, on reste en Ligue 1 avec Naïef Aguerd, le défenseur central de l'Olympique de Marseille. Alors là aussi, sur Naïef Aguerd, il y a pas mal de choses à dire, parce que si on regarde uniquement ces datas de cette saison, les datas techniques, elles sont très très bonnes. C'est un joueur comme on le connaît, Naïef Aguerd. Nous, on en avait parlé sur notre compte Twitter avant qu'il arrive à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur, s'il est fit physiquement, c'est un des meilleurs défenseurs centrales dans le monde, je pense, qui est ultra complet. Si on regarde ses datas physiques, c'est aussi un défenseur qui a l'avantage d'être assez complet physiquement, de pouvoir répéter les efforts à haute intensité, mais aussi d'avoir une bonne pointe de vitesse. Donc c'est vraiment un défenseur central hyper complet, là-dessus il n'y a pas de débat. Mais malheureusement, comme Hakimi, là, Fagard, il y a un peu l'ombre de la blessure qui plane avec sa pubalgie. Est-ce qu'il sera fit à 100% pour la Coupe d'Afrique des Nations? Il est revenu avec l'Olympique de Marseille contre le Toulouse FC. Quand on voit sa performance, où il se fait notamment littéralement manger par Emerson sur le premier but toulousain, on peut quand même se questionner sur le délai de sa blessure. Je ne sais pas si l'Olympique de Marseille n'a pas trop précipité son retour. On sait que la pubalgie dans le football, c'est l'une des blessures les plus chiantes parce que c'est très compliqué à effacer, ça peut durer très longtemps, ça se soigne de manière très difficile. Donc voilà, c'est une blessure qui peut vraiment être problématique pour un joueur de football. Donc il y a ce doute qui plane un peu. Est-ce que l'Olympique de Marseille ne ferait pas mieux de le laisser se reposer quelques semaines? Mais il y a aussi des matchs très importants qui arrivent pour l'OM en Ligue des Champions, notamment face à l'USG, Bruges pour la qualification. Donc c'est des matchs que où l'OM va difficilement pouvoir se passer de Naïef Aguerd. Donc voilà, il y a cette balance entre les matchs importants de l'OM, une compétition très importante qui arrive avec le Maroc. Donc voilà, donc c'est très compliqué de savoir est-ce que Naïef Aguerd sera à 100% pour le Maroc. En tout cas, s'il est disponible, on en parlera un peu plus tard, mais de toute façon, il va jouer sans problème parce que le vivier de défenseur central au Maroc, c'est peut-être le petit point faible de l'effectif, mais c'est un joueur quand même comme Hakimi qui est très important dans l'effectif marocain, bien évidemment. Le joueur suivant, celui que j'ai surnommé le pilier, c'est Sofiane Amrabat. Je pense que tout le monde se souvient de la Coupe du Monde 2022 d'Amrabat, où il avait été absolument étincelant. Depuis, la trajectoire a été un peu compliquée. Il y a le transfert au Manchester United qui n'a clairement pas fonctionné. Ensuite, transfert à Fenerbahçe. Cette saison, il est prêté au Betis Séville. Au Betis Séville, c'est pas mauvais ce qu'il fait, c'est plutôt correct. Alors techniquement, vous voyez ses data techniques, on est d'accord que Sofiane Amrabat, ce sera jamais un maestro du milieu de terrain. Par contre, quand on regarde ses data physiques, c'est là où il est intéressant. C'est bien évidemment un milieu de terrain quand on le voit jouer, qui est physique, qui est capable de courir un peu de partout. Voilà, qui est vraiment très important dans un effectif pour roder tout ça. J'ai fait une petite comparaison aussi de ses statistiques à Fenerbahçe la saison dernière et au Betis cette saison. Vous voyez que c'est un joueur qui a un profil qui est sensiblement le même, peu importe l'équipe dans laquelle il joue. C'est surtout un joueur qui va beaucoup toucher le ballon et qui va beaucoup casser les lignes par la passe. C'est un défenseur qui va très très peu dribbler, faire de courses progressives. C'est pas là où il va vraiment briller. Non, c'est vraiment un défenseur d'impact disponible dans le duel défensif et qui après est capable de relancer le ballon. Donc j'ai très très hâte de voir ce que peut donner Amrabat avec le Maroc lors de cette CAN. Je pense qu'il sera titulaire parce que Regragui a besoin de son expérience et de son leadership. Mais il y a aussi, on en parlera un peu plus tard, il y a aussi des jeunes pousses au Maroc qui viennent petit à petit et qui s'imposent. Donc Amrabat, s'il n'est pas assez performant, il ne faudra pas s'étonner de le voir rapidement peut-être aller sur le banc pour laisser la place à des jeunes qui ont la dalle et qui sont très performants sur le terrain. J'ai ensuite décidé de parler de celui que j'ai surnommé le finisseur, Ayoub El Kaabi, le buteur de l'Olympiakos. Alors je pense qu'il va y avoir un débat au poste de numéro 9 avec le Maroc. D'ailleurs, amis marocains, je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Quel 9 vous titulariseriez dans l'équipe de Walid Regragui? En tout cas, je pense qu'il y aura peut-être trois options. La première, c'est El Kaabi. La deuxième, ce sera En-Nesyri, le buteur du Fenerbahçe. Et la troisième, ce sera très certainement celui qu'on connaît bien en France, Hamza Igaman, le buteur de Lille. Je pense que El Kaabi part peut-être avec une longueur d'avance, mais c'est très compliqué d'avoir des compos probables si longtemps avant la compétition. Mais en tout cas, le profil d'El Kaabi, pour ceux qui le suivent un peu, voilà, à travers les datas techniques, on voit très bien que c'est un pur numéro 9 finisseur capable de faire mal dans la surface de réparation. C'est pas celui qui va le plus combiner avec ses partenaires. Et là aussi où il est intéressant, si on regarde les stats physiques, c'est que c'est un attaquant qui est très rapide. Il a une très bonne vitesse maximale et il est capable de multiplier les sprints et de faire énormément de distance en sprint. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir un attaquant capable de multiplier les appels rapides en profondeur pour faire mal à la défense adverse. Mais si on vient un peu plus dans le débat sur le rôle de numéro 9 dans cette équipe du Maroc, je vous propose une comparaison entre El Kaabi et En-Nesyri, et on voit qu'on est sur deux profils de numéro 9 qui sont quand même très similaires, deux numéros 9 qui vont être très bons dans la surface de réparation, dans les statistiques de buts, d'XG générés et de tirs cadrés. Voilà, c'est des mecs qui sont là pour terminer les actions. C'est aussi des joueurs qui sont assez performants dans le duel aérien sur lequel tu peux te reposer
en tant que joueur pivot. Donc c'est très intéressant de ce côté-là. Mais si on rajoute Igaman à l'équation, on voit qu'Igaman a quand même un profil très 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 différent. Vous voyez qu'il participe énormément au jeu avec Lille. Il est d'ailleurs capable de combiner avec un Giroud qui a beaucoup plus le profil d'un El Kaabi et d'un En-Nesyri justement. Donc je suis curieux de voir comment va être utilisé Igaman par Walid Regragui. Je pense que c'est peut-être un peu tôt pour lui pour que Regragui lui confie les rênes de l'attaque dans une compétition majeure comme la CAN, mais je pense par contre que c'est un joueur qui peut énormément apporter en sortie de banc et qui peut surtout apporter autre chose que El Kaabi ou En-Nesyri. Donc voilà, donc je suis assez curieux de voir comment Regragui va gérer cette concurrence au poste de numéro 9, parce que Igaman est aussi capable de jouer en association avec soit El Kaabi, soit En-Nesyri. Je pense, on en parlera tout à l'heure de mon équipe type, mais je pense qu'on va partir avec El Kaabi, parce que je pense que c'est celui qui a un peu d'avance, ce qui fait quand même une belle saison avec l'Olympiakos, là où En-Nesyri avec le Fenerbahçe, c'est quand même un peu compliqué. Donc voilà, je pense avantage El Kaabi, mais intéressé de voir comment Walid Regragui va utiliser ces trois joueurs. On enchaîne avec un de mes coups de cœur que j'ai nommé la pépite, c'est bien évidemment Bilal El Ranouz, le numéro 10 de Francfort. Alors je suis amoureux de ce joueur depuis son passage en Belgique à Genk. Voilà, c'est un joueur que j'aime énormément. Et si on vous met ses datas techniques à l'écran, vous allez voir, c'est pas un numéro 10 qui brille énormément par le dribble, l'élimination. Par contre, dans la vision de jeu et la qualité de passe, passe progressive, passe dans le tir adverse, passe pénétrante, c'est un maestro de ce côté-là. Moi, je me rappelle très bien quand il jouait en Belgique du côté de Genk, j'avais vraiment l'impression, alors je ne compare pas son niveau ou quoi que ce soit, je ne dis pas qu'il est équivalent en termes de niveau, mais par contre en termes de profil, de vision de jeu, de vista, j'avais clairement l'impression de voir un Kevin De Bruyne qui est très à l'aise dans le dernier tiers. On connaît les passes pénétrantes de Kevin De Bruyne pour faire mal dans la profondeur. Quand je voyais Bilal El Rano, j'avais clairement l'impression de voir ça. Donc j'ai très très hâte de le voir lors de cette CAN, surtout qu'avec Francfort ça tourne assez bien. Malheureusement pour lui, il y a peut-être un bémol. Alors il a rejoint Leicester après Genk, et je pense, je vais vous mettre ses datas physiques à l'écran, je pense que physiquement c'est un joueur qui aura toujours beaucoup de mal à s'épanouir en première ligue, parce que c'est un joueur qui est déjà assez frêle, et c'est un joueur qui répond pas forcément aux standards de la première ligue en termes d'intensité, en termes de distance parcourue. On est sur un vrai magicien balle au pied, mais qui voilà physiquement est un peu à la peine, donc ça m'étonne pas du tout qu'en première ligue, bah, il est un peu coulé, parce que je pense que c'est une ligue où si physiquement, même pour des profils de numéro 10, si t'es pas physiquement apte à encaisser la première ligue, tu peux très rapidement te noyer, là où la Bundesliga c'est un championnat qui est bien plus fait pour lui, avec plus d'espace, où il aura moins de duels physiques à encaisser avec les défenseurs adverses, il a beaucoup plus d'espace, et il brille énormément plus à Francfort. Donc voilà, il y a toujours cette dichotomie avec El Ranous où techniquement il est largement supérieur à la moyenne, mais physiquement il y aura toujours peut-être cette barrière pour rejoindre la meilleure ligue du monde et vraiment briller en première ligue. Mais en tout cas, dans cette CAN, ça va être très très intéressant de le suivre, et j'ai hâte de suivre son explosion, parce que je pense que c'est la compétition où il peut vraiment prendre les rênes de l'équipe et imprimer toute sa patte et son talent. Même si, attention, on en parlera peut-être un peu plus tard, il y a quand même de la concurrence avec notamment Ismaël Sabari qui fait aussi une grosse saison du côté du PSG. Mais en tout cas, à voir, et je suis fan de Bilal Ranous, donc j'avais envie d'en parler. On a quand même une incertitude dans cette équipe du Maroc. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, la liste n'est pas encore sortie, donc peut-être que vous aurez la réponse quand vous regarderez la vidéo sur sa sélection ou sa non-sélection. Mais je parle bien évidemment d'Hakim Ziyech, donc qui est retourné au pays, à Casablanca, pour justement essayer d'être sélectionné pour cette CAN ou pour la prochaine Coupe du Monde. Mais comme vous le voyez, Hakim Ziyech, sur les dernières saisons en championnat, donc à l'écran, vous voyez uniquement les stats en championnat, vous voyez que depuis la saison 2021-2022, c'est quand même régulièrement moins de 1000 minutes jouées en championnat. Donc c'est un joueur qui a très peu de rythme. Je crois qu'à Casablanca, il n'a pas joué encore depuis qu'il est arrivé. J'avoue que je suis assez peu le Casablanca de près. Donc vous me direz si vous suivez le championnat marocain. Donc, est-ce qu'il va être sélectionné par Walid Regragui? On sait que c'est quand même un leader de la sélection, mais est-ce qu'il est prêt physiquement? Est-ce que Regragui va... Surtout qu'il y a quand même du talent devant, hein. On n'est plus à une période où il jouait tout seul. Là, maintenant, il y a des joueurs qui sont capables d'assurer l'intérim et qui sont meilleurs que lui et plus performants que lui. Donc, est-ce que Walid Regragui va prendre le risque de le sélectionner, quitte à le laisser sur le banc? Est-ce qu'il est capable d'encaisser ce rôle-là? Je suis curieux d'avoir vos avis, amis marocains qui suivaient ça de très près. Est-ce que Hakim Ziyech va participer à cette CAN?
et est-ce que pour vous, il doit participer à cette CAN dans le rôle de super sub ou de remplaçant? Et enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cet effectif du Maroc a de très très belles qualités, mais si je dois nommer peut-être un point faible que j'ai nommé le talon d'Achille, c'est le rôle de deuxième défenseur central dans cette équipe. On en a parlé tout à l'heure, mais Naïef Aguerd, s'il est fit, il est bien évidemment titulaire indiscutable, mais qui sera aligné avec lui dans cette défense centrale? Et on voit que les choix pour Walid Regragui, eh ben, ils sont pas forcément... c'est un peu compliqué. Je vous ai mis à l'écran certains joueurs, donc c'est un extrait Transfermarkt, donc il n'y a pas tous les joueurs marocains. On a Abdel Abkar, le défenseur central de Retafe. On a Adam Mazina, le défenseur central du Torino. On a El Yamik qui joue au Qatar, je crois, si je dis pas de bêtises. On a aussi Romain Saïs qui joue au Qatar. On a le jeune Aïd Boudlal qui joue avec Rennes, mais qui pour moi est encore peut-être... C'est trop tôt pour la CAN pour lui. Je pense que ça pourrait être un joueur très important du Maroc dans les mois ou dans les années à venir. Mais du coup, qui va occuper ce rôle de deuxième central? Je pense que l'avantage est à Adam Mazina, parce que c'est lui qui a joué les matchs d'éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc je pense que Regragui, lors de ces matchs-là, il a aligné la meilleure équipe possible. Donc je pense que c'est lui qui va partir avec un avantage. Mais si on regarde les statistiques d'Adam Mazina, alors on n'a pas de statistiques avancées, parce que justement, si on regarde son temps de jeu, et ben cette saison, avec le Torino, c'est quand même un peu famélique, quoi. On parle d'un joueur qui a joué 4 matchs avec le Torino depuis le début de saison. Donc en termes de minutes de jeu, c'est quand même très compliqué. Il y a un match en Coupe d'Italie, mais c'est un joueur qui n'a pas un rôle très important du côté du Torino. Donc quand on compare l'effectif du Maroc dans sa globalité, et on revient juste après sur mon équipe type, bah il y a clairement, si on doit nommer un talon d'Achille, c'est clairement ce rôle de deuxième défenseur central, parce que là où tous les postes au Maroc, tu as quasiment des joueurs qui sont titulaires dans des clubs importants en Europe, bah, le rôle de deuxième défenseur central, tu vas forcément te retrouver avec un joueur qui a très peu de responsabilités dans un grand club européen, et c'est peut-être le poste où tu es le plus faible dans cette équipe en tout cas. Pour conclure sur l'effectif, je vous propose mon équipe type pour cette CAN. Alors c'est un mélange de mon équipe type, mais aussi des compositions probables. Donc dans les cas, je pense que ce sera Bono, même si je crois qu'il y a un débat comme quoi Al Hilal essaye de le retenir, mais bon, je pense qu'il ira à la CAN et ce serait trop dommage que le joueur aille pas à la CAN parce qu'il est très important pour le Maroc et c'est un très bon gardien. Au niveau de la défense centrale, comme je l'ai dit, Mazina et Naïef Aguerd, même si personnellement, quand je vois les performances d'Aïd Boudlal avec Rennes, je commencerai à lui donner du temps de jeu avec le Maroc. Alors peut-être pas titulaire à la CAN, hein, mais quand je vois les possibilités côté Maroc, franchement, je pense qu'un Aïd Boudlal, si tu lui donnes du temps de jeu et qu'il est aussi performant qu'à Rennes, alors même si à Rennes il évolue dans une défense à 3, c'est un joueur qui en tout cas doit avoir du temps de jeu avec le Maroc. Sur les côtés, côté droit, on aura Hakimi qui sera très certainement suppléé par Mazraoui sur les premiers matchs de la compétition. À gauche, on aura un joueur dont j'aurais pu parler aussi parce que je l'aime beaucoup, c'est El Karouani, le latéral d'Utrecht. Alors j'en ai pas parlé parce que si je parlais de tous les joueurs, la vidéo serait trop longue et j'essaie d'avoir comme une vidéo qui dure pas plus de 30 minutes, sinon c'est très compliqué à regarder. Mais El Karouani, profil à surveiller, je pense qu'il va être transféré cet hiver ou l'été prochain parce que à Utrecht, ses statistiques sont très très bonnes. Donc quand même une défense de qualité, même si on a parlé du talon d'Achille avec le deuxième défenseur central. Au milieu de terrain, Sofiane Amrabat qui sera très certainement accompagné d'Azedine Ounahi, je pense. Surtout que Ounahi, c'est quand même l'expérience du côté de Regragui, et on sait que Regragui l'aime beaucoup. Et son début de saison avec Girona est quand même très bon. Ceux qui ont vu son match contre le Real Madrid, il a sorti un très très bon match, donc il est de retour en forme. Et je pense qu'il est trop important dans cette équipe du Maroc, même s'il y a le bon vieux El Ainaoui qui peut faire son trou. Au niveau de l'attaque, au poste de numéro 10, j'ai mis El Ranous, mais il faudra aussi surveiller Ismaël Saibari, dont j'aurais pu parler, mais j'en ai déjà parlé sur ma vidéo sur les numéros 10 à l'OM, donc je voulais pas faire doublon, mais au poste de numéro 10, il y a quand même du choix du côté du Maroc, parce que les deux joueurs sont en pleine bourre et sont en pleine forme, donc à voir ce que privilégie Regragui, mais je partirai plus sur El Ranous. Sur le côté gauche, on aura très certainement Ben Seguir, ou peut-être Abdé du Betis Séville. Sur le côté droit, je pense qu'on aura le droit à Brahim Diaz du Real Madrid. Et enfin, en attaque, on en a parlé longuement déjà, le débat autour du numéro 9, mais je pense qu'on partira avec un Ayoub El Kaabi en titulaire. Donc franchement, si on regarde l'effectif dans sa qualité globale, je trouve qu'on est sur l'un, si ce n'est le meilleur effectif de cette CAN, parce que tu as quasiment que des bons joueurs à tous les postes, à part ce poste de second défenseur central, je me répète. Mais en tout cas, si tu regardes tous les postes individuellement, tu as quand même des très bons joueurs, des joueurs qui sont titulaires dans des grands clubs européens, à part Brahim Diaz, mais bon, c'est le Real Madrid, donc on sait que c'est compliqué d'être titulaire au Real Madrid. El Kaabi, mais qui au final joue à l'Olympiakos et fait des bonnes performances à l'Olympiakos. Donc voilà, donc c'est très intéressant. J'ai hâte de voir ce que va donner cette équipe, parce que franchement, sur le papier, elle a vraiment tout pour aller chercher le titre à la maison. Avant de conclure la vidéo, on va quand même faire un petit focus sur le groupe du Maroc, donc le groupe A qui sera composé du Mali. Donc vous voyez qu'historiquement, le Maroc
Maroc contre le Mali, c'est quand même 8 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Donc c'est pas une équipe que le Maroc écrase et surdomine, donc ça va être un match intéressant. Après, on a les Comores avec un historique de 2 victoires, 1 nul, et enfin la Zambie avec un historique de 12 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Donc deux équipes que le Maroc est censé quand même dominer sur le papier, et le Mali que le Maroc est aussi censé dominer, mais qui sera un match beaucoup plus accroché. Et justement, je vous propose de faire les petits pronos du Maroc lors de cette CAN. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un arbre du tournoi et j'ai inscrit absolument tous les résultats que je pense lors de cette CAN, et du coup, ça m'a donné le résultat des groupes, les phases finales, comme ça va se passer si les résultats sont ceux que j'ai prédits. Du coup, lors du groupe, je pense que le Maroc va s'imposer contre les Comores et la Zambie, mais je prédis un match nul contre le Mali. Je pense que ça va être un match accroché. Je pense qu'il y aura aussi la pression de jouer à la maison avec le public marocain qui aura beaucoup d'attentes envers son équipe, donc je ne serais pas étonné qu'en phase de groupe, sans Hakimi, à voir la condition physique d'Aguerd, tu puisses te faire accrocher par le Mali. Tout de même, avec les résultats que j'ai prédits pour les autres matchs du groupe, le Maroc devrait quand même finir premier du groupe A, ce qui leur donnerait en huitième de finale un match contre l'Ouganda que le Maroc remportera, je pense. Ensuite, en quart de finale, un match contre l'Afrique du Sud, qui peut s'avérer compliqué parce que l'Afrique du Sud a quand même un effectif très intéressant sur le papier quand on regarde la sélection. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo dédiée à l'Afrique du Sud, mais je trouve que c'est une équipe qui est à suivre lors de cette CAN et qui peut être un outsider très très intéressant. Mais je pense que le Maroc s'imposera. En demi-finale, pardon, je vois une défaite contre le Nigeria. Je suis désolé, amis marocains. Le Nigeria qui n'est pas arrivé à se qualifier pour la Coupe du Monde, qui va très certainement vouloir un peu se venger et se faire excuser auprès de son public lors de cette CAN. Je pense, pareil que contre le Mali, on va rentrer en demi-finale, donc ce sera des matchs qui seront hyper suivis au Maroc. Il y aura une énorme pression pour aller en finale. Et est-ce que l'équipe va pas un peu se liquéfier par rapport à ça? Le Nigeria a quand même une très très bonne attaque, là où la défense c'est peut-être un peu plus compliqué, mais il y a un très bel effectif du côté du Nigeria. Donc je pense que c'est un match qui peut se révéler compliqué s'il arrive, et je vois malheureusement le Nigeria s'imposer. Et par contre, pour les matchs pour la troisième place, je vois le Maroc s'imposer contre la Côte d'Ivoire. Alors je vous rassure, amis marocains, historiquement, bon, moi je fais pas de paris sportifs ou quoi que ce soit, je suis absolument nul sur les pronostics, voilà, je ne sais pas, je suis nul là-dessus, je sais pas pronostiquer des matchs, donc il est très peu probable que ce que j'ai pronostiqué arrive, donc j'espère pour vous évidemment que vous irez le plus loin dans la compétition en finale et que vous remporterez la compétition chez vous, mais voilà, c'était juste un petit pronostic comme ça, je vous rassure, il n'y a absolument rien de fait et je suis très nul dans ce domaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, surtout si vous êtes marocain et supporter des Lions de l'Atlas. Comme je l'ai dit, déjà le football international, pour moi, c'est un football dans lequel j'ai quand même pas mal de désintérêt, donc je ne suis pas de très près la sélection marocaine, et c'est compliqué de trouver des infos, des news. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si j'ai dit des bêtises sur les compositions probables, sur les choix de Walid Regragui. En tout cas, c'était surtout l'occasion de présenter des joueurs et de parler un peu de cette équipe du Maroc. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes supporter d'une autre sélection qui participe à la CAN, quelle sélection vous voulez que je fasse dans les jours à venir. Allez, merci beaucoup à tous et à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.